Et salut à toi très cher développeur .NET et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler encore de .NET Aspire qui a beaucoup plu dans ma première vidéo qui était en fait une vidéo de présentation. Je te mets d'ailleurs le lien dans l'infobulle là-haut si tu l'as pas vu parce qu'en fait celle-ci est la continuité directe de la précédente. J'ai remarqué sur tous les réseaux et partout où je l'ai un petit peu posté, y compris dans les commentaires de la vidéo, qu'il y avait eu pas mal de questions sur .NET Aspire. Et en fait ce que je te propose c'est qu'on va faire cette vidéo en différentes étapes. La première étape va être une session de questions-réponses par rapport aux interrogations qui m'ont été posées, que j'ai répondu des fois à droite et à gauche. L'idée va être de les centraliser dans une première partie. La deuxième partie, je vais te montrer comment tu peux très facilement connecter un service à ton application. En l'occurrence, ici, on va mettre un cache Redis partagé, vu que, en l'occurrence, cette application aurait pour vocation d'être déployée sur un cloud type Azure. Et donc, dans l'idée, c'est que si on veut partager les informations de cache entre les différents services, on va utiliser un cache centralisé qui sera également un service Azure. Et parce que ça a été quand même vachement demandé, on va déployer toute cette stack, tu vas voir, en très peu de clics sur Azure. Alors, pourquoi j'ai choisi Azure? Tout simplement parce que moi déjà je suis MVP, donc j'ai droit à des crédits Azure, donc ça ne me coûte rien, je n'ai pas besoin de payer pour faire cette démonstration. Et en plus de ça, je pense que tu auras très vite compris, .NET c'est Microsoft, Aspire c'est Microsoft, Azure c'est Microsoft, donc forcément toute la stack a été unifiée pour te rendre la vie super facile. Et je pense que tu vas découvrir à quel point c'est vraiment simple. Alors bien entendu, pour ceux qui ne déploient pas sur Azure, qui sont sur d'autres clouds comme Google ou AWS, voire même qui sont sur du on-premise, peut-être que dans ce cas-là il faudra faire des adaptations, même sûrement qu'il faudra faire des adaptations, mais moi je vais te montrer ici comment ça s'intègre nickel avec Azure en termes de tuto à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner et tu restes libre ou non d'activer les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et si tu veux plus de contenu autour des technologies .NET, rends-toi sur ma plateforme htslearning.com. D'avant, je te remercie de ton soutien. Bref, assez d'introduction, on passe à la première partie de cette vidéo, session de questions-réponses par rapport à ce qui m'a été posé pour tenter d'éclaircir un petit peu les choses. Alors, pour commencer cette session, je pense que la première chose à rappeler, c'est qu'on est sur une version preview. C'est-à-dire que là, au moment du tournage de cette vidéo, je suis toujours en preview 1, il n'y a pas de modification particulière sur Aspire. Par contre, au niveau de la communauté et des réactions de la communauté, le projet a été extrêmement bien accueilli. Même Microsoft a dit que très probablement, ils allaient mettre beaucoup d'efforts dessus. En tout cas, c'est ce que David Fowler a dit et c'est lui qui bosse majoritairement dessus, enfin qui a tout du moins bossé vraiment beaucoup dessus. Donc, on peut s'attendre à ce que plus tard, ce soit un petit peu une solution par défaut pour faire des applications multidistribuées, multi-projets, comme ceci. Où est-ce qu'on a, en l'occurrence, dans cette simple solution, une API et un front-end tout en .NET, donc front-end en Blazor et API en ASP.NET. On va voir que ça va aller plus loin parce qu'on va pouvoir installer des containers. Alors la question principale qui m'a été surtout posée, c'est est-ce que Aspire va remplacer Kubernetes? Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le projet Aspire est fait pour une expérience de développement local. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que développeur .NET qui veut développer localement, j'ai Aspire en local qui me permet de lancer ce tableau de bord qui va me permettre de monitorer mes éléments. Ça peut être très bien si je veux le déployer tel quel sur du on-premise, parce que sur le on-premise, on n'a pas forcément tous les outils de diagnostic et de monitoring. Par contre, on va le voir, dès qu'on va déployer notre projet Aspire sur Azure, le dashboard qu'on a ici va être inaccessible. On pourrait, par certaines manipulations, tenter de le rendre accessible, mais le truc, c'est qu'en fait, derrière le projet, il y a une vraie idée, c'est de dire, on te simplifie la vie pour le déploiement, on te simplifie la vie pour l'organisation et le développement, et une fois que c'est sur un cloud type Azure, tu auras tous les outils au niveau du cloud pour monitorer ton application, d'ailleurs, bien mieux que ce que fait aujourd'hui Aspire. Donc, en fait, ça reste vraiment un moyen simplifié de développer et d'avoir une expérience cloud en local, si je peux dire ça comme ça, sans débourser un centime. Donc non, ça ne remplacera pas Kubernetes, non, ça ne va pas aller remplacer non plus les clouds publics Azure, oui, tu pourras l'utiliser Aspire tel quel si tu veux déployer sur du on-premise en nécessitant bien sûr quelques adaptations, et aujourd'hui, le support officiel est fourni par Azure, et si tu veux utiliser de l'AWS ou du Google ou autre, il faudra attendre le support soit communautaire qui aura fait en sorte que Aspire puisse envoyer vers ces clouds-là, soit utiliser les approches officielles que Amazon ou Google, pour ne citer que ces deux-là, dans le cas des clouds précédents, auront mis à disposition pour ton application Aspire. Donc, ça ne remplacera pas du Kubernetes parce que Kubernetes, c'est déjà beaucoup plus mature et beaucoup plus stable que Aspire et ça a une vocation non pas à te donner une bonne expérience
locale, mais bien à utiliser une expérience de déploiement global sur de multiples serveurs, on-premise ou cloud. Bref, c'est une solution qui est unanimement adoptée. Donc ça, je voulais déjà le préciser. Ensuite, deuxième avertissement, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le redis ici, on est sur une version preview. Ce qui veut dire, en gros, que ce qu'on voit là aujourd'hui n'est pas définitif. Il y a de fortes chances que pas mal d'éléments vont rester. Il y a aussi de fortes chances que pas mal d'éléments vont apparaître. Mais dans tous les cas, il me paraît un petit peu compliqué aujourd'hui de tirer des conclusions sur la toute première preview de cet outil. À mon avis, quand on va avoir .NET 9, on va avoir une version qui sera type Release Candidate ou tout du moins qui sera évoquée comme étant stable, et c'est vraiment avec .NET 10, je pense, que Aspire sera dans une version vraiment stable pour être utilisé dans tous les cas de figure et que ce sera presque on va dire une configuration par défaut pour créer des applications complexes, multi-applicatives. De la même façon, tu n'as pas besoin de .NET Aspire si tu fais un monoprojet ou si tu travailles sur un monolithe. Donc ça, c'est vraiment pour des applications qui sont multi-distribuées. Donc le vrai but d'Air Aspire, tu as une expérience de cloud locale et tu as des facilités de déploiement et des facilités d'intégration des services. Ça répond, on va dire, aux plus grandes questions que j'ai eues autour du projet. Déjà, par rapport à cette partie-là, non, ils ne veulent pas concurrencer ni remplacer Kubernetes. Tout du moins, en tout cas, c'est pas l'ambition qu'il y a aujourd'hui avec la version actuelle de l'outil et je ne peux pas tirer de conclusion pour l'avenir. Maintenant que ça c'est dit, je vais te montrer la puissance de l'outil pour ajouter un conteneur parce qu'en l'occurrence, dans la précédente vidéo, je t'avais montré comment brancher une API avec une application web et si tu t'en souviens, ou que tu ne t'en souviens plus, on avait mis ici un output cache et cet output cache était purement mémoire. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si cette application front web ici est déployée sur plusieurs serveurs, les caches sont partagés entre plusieurs serveurs, ce qui veut dire qu'au lieu de les mutualiser, on va les dupliquer. Alors pour un cache d'output, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en cache le résultat de la page, on va dire, c'est pas super grave, si ce n'est que, en fonction du nombre d'instances que tu vas avoir de cette application web, tu auras autant de caches et surtout autant d'appels à l'API pour le même résultat en théorie. Donc ce serait bien de pouvoir le partager. Donc pour un cache d'output, à la limite, c'est moins grave, mais pour des caches qui, eux, ont pour vocation de partager de la donnée vraiment à répartir entre les différentes applications, ça peut être plus dommage. Je te montre de suite comment tu peux brancher Redis, donc qui est une solution de cache éprouvée et mature, afin de mettre en place un cache partagé entre toutes les instances de tes applications web en quelques lignes de code seulement. Donc, comment fonctionne Aspire? En fait, c'est très simple, ça va être un gestionnaire local qui va te permettre de lancer plusieurs applications .NET en même temps, mais qui va par la même occasion te fournir un moyen de surveiller et de gérer des containers. Donc en fait, Aspire aura la possibilité de monter un conteneur, de gérer le conteneur et de le monitorer. C'est quand même assez puissant et assez magique, si je puis dire. Donc pour ça, il va forcément te falloir Docker. Si tu n'as pas Docker, que tu ne connais pas l'outil, tu as de la chance, avec Aspire, tu n'as pas besoin de connaître Docker de fond en comble. Donc Docker, c'est vraiment l'outil de prédilection que tu vas utiliser pour monter des services annexes, comme une base de données, ou dans le cas présent, un cache Redis, mais tu peux monter beaucoup de choses sur Docker. C'est vraiment un outil pour moi indispensable dans le monde d'aujourd'hui en tant que développeur. Donc si tu n'as pas Docker, la toute première chose à faire, ça va être de l'installer. Donc tu vas cliquer ici en haut sur Get Started, et tu vas cliquer sur Download for Windows. Alors moi, parce que je suis sous Windows, si par contre tu es sur Mac ou Linux, choisis la version qui te convient. Normalement, le site est capable de détecter ton environnement, mais il pourrait se tromper, notamment si tu as le dernier Mac qui est de type M1, M2 ou M3, voire même M+, si jamais cette vidéo parcourt les âges et que tu le vois alors que le M4 ou M5 est sorti. N'hésite pas à prendre ce qu'on appelle le Apple Chip ici dans la liste, parce que c'est une puce sur ARM, donc ce n'est pas la même chose. Moi, je le télécharge sous Windows, et donc après, il faudra installer Docker sur ta machine. Ça prend un peu de temps. Il faut t'assurer pour installer Docker que tu aies la virtualisation qui soit activée non seulement au niveau de ton BIOS, mais également au niveau de ton OS avec WSL2, donc il y a pas mal de choses. Normalement, l'assistant va te guider plus ou moins là-dessus. Vu que c'est une vidéo sur Aspire et pas sur Docker, je ne vais simplement pas prendre le temps de t'expliquer comment fonctionne Docker, je te renvoie vers des vidéos dédiées pour ça. On va de suite switcher sur Visual Studio pour que je te montre comment définir dans ton projet Aspire l'utilisation d'un cache Redis avec Docker extrêmement simplement. Une fois que ton environnement est prêt, c'est-à-dire que tu as Docker qui est lancé, tu vois ici je suis sur Docker Desktop. Normalement, si tu as un gestionnaire de bureau avec Docker Desktop, tu devrais avoir une fenêtre qui ressemble plus ou moins à ça. Sinon, il te faut utiliser la
ligne de commande pour faire par exemple un Docker PS. Cette commande Docker PS t'affiche les containers qui sont actuellement en train de s'exécuter sur ton ordinateur. Alors un conteneur c'est quoi? C'est simplement un service assez simple qui contient en l'occurrence ici ce qui va nous intéresser Redis pour faire le cache, et tu peux le voir, je n'ai aucun conteneur qui tourne sur mon poste. D'ailleurs pour vérifier que Docker tourne bien, assure-toi que tu as la petite banane ici, tout du moins sous Windows, à côté de l'horloge dans le cas de ceux qui utilisent Windows. Sinon, fais un Docker PS dans une ligne de commande pour Linux ou macOS et assure-toi que ça réponde bien avant d'aller plus loin. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de configurer tous nos projets pour déterminer qu'on va utiliser un container Docker qui va contenir Redis. Si je vais dans Aspire, en fait, c'est déjà prévu de base. Ici, je vais pouvoir faire un cache avec builder.add Redis container. En fait, c'est prévu de base par les équipes de Microsoft, tout simplement parce qu'ils sont au courant que Redis est une vraie solution de cache qui aujourd'hui est devenue quasiment un standard. Et en plus de ça, sous Azure, c'est automatiquement utilisable. Donc je vais lui donner simplement un nom, par exemple Redis, comme ceci. Et à partir de là, si tu te souviens bien, on avait fait le with reference afin de dire quand tu vas créer ce projet-là, ajoute une référence vers ce projet-là, donc ici vers le cache Redis qui va tourner dans un conteneur, et donc ici je vais simplement faire un with reference vers le cache. Et en fait, je n'ai besoin de faire que ça pour faire le lien entre le container que Aspire va monter pour moi et mon application web. Donc si je voulais par exemple un cache mémoire et non pas un cache output pour mes projets d'API, pour éviter d'aller requêter la base de données pour des éléments qui ne sont pas très changeants et qui vont rester et qui sont plus rapides à récupérer d'un cache Redis que d'une base de données pour pas mettre trop de charge sur la BDD, et bien ici j'aurais fait un with reference avec le cache qui m'aurait intéressé, voire même cette même instance pour éviter de dupliquer les différents caches Redis. Et en fait c'est quasiment tout, sauf que ici dans la partie web, on doit configurer l'application web pour qu'elle utilise le cache Redis. On a déjà le middleware use output cache, mais le add output cache qui est ajouté ici dans la liste des services fait référence non pas au cache Redis, mais bien au cache mémoire de l'application. Donc je vais devoir le modifier pour lui dire je ne veux pas utiliser le cache output cache mémoire, mais le cache Redis. Pour ça, encore une fois, on a de la chance d'être dans cet écosystème qui est vraiment très unifié qu'est .NET. Je vais chercher Aspire et Redis. Alors, package introuvable, parce que je te rappelle que c'est en preview. Et donc ici, tu vois, j'ai Aspire, Stack Exchange, Redis, Output Caching. Et tu as le Distributed Caching pour le e-Distributed Cache, l'interface que tu peux utiliser dans tes autres applications, comme ton API par exemple, pour utiliser un cache partagé entre tes différentes instances. Donc là, moi ici, je suis juste sur la problématique de l'output cache, donc je vais installer ce package-là. Et une fois que le package est installé, tu remarqueras que c'est sous le nom Aspire que c'est rangé. Je dois donc remplacer l'output cache mémoire par celui fourni par le package Aspire. Donc en fait, comme tout ce qui se passe avec Aspire, c'est directement sur le builder en fait qu'on va l'avoir et non pas sur les services. Donc ici, je vais faire un add Redis output cache et il faut donc lui donner une connection name. Si tu t'en souviens bien, quand on a créé le client ici, on lui a donné comme nom HTTP le nom de ce qu'on a configuré ici au niveau de notre programme.cs, de notre projet Aspire. Parce que comme je t'avais dit, il y a une espèce de DNS qui est monté par Aspire pour que les éléments puissent se retrouver à l'instar d'un Docker Compose. Et bien avec Redis, ça va être pareil. J'ai juste besoin de lui donner le nom vers Redis comme chaîne de connexion et c'est Aspire qui va se charger de faire le lien pour moi entre les différents éléments. Et donc je n'ai plus besoin de l'output cache mémoire de l'application, mais bien de celui fourni par Redis. Maintenant, tout est prêt, lançons notre projet Aspire. Donc je rappelle bien que dans mes containers, je n'ai strictement rien. Et c'est là en fait toute la magie de la chose, parce que comme tu le vois, ça va lancer Aspire, donc il va tout démarrer pour moi, y compris monter un container Redis. Donc ici, je retrouve le dashboard qu'on aime bien. Et en fait, si je vais dans Container, tu vois ici que j'ai Redis Starting, puis maintenant j'ai Running. Et si je vais dans les containers Docker, j'ai maintenant Redis qui est monté automatiquement par Aspire. Et c'est là en fait la magie de cet outil qui va vraiment nous simplifier la vie. C'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à orchestrer tout ça manuellement soi-même avec des scripts de build ou autre. On a juste besoin de 3 lignes de code pour ajouter un container Redis parce que c'est géré par Aspire. Alors bien entendu, c'est extrêmement configurable. On pourrait aller plus loin dans la configuration, mais on ne va pas perdre de temps dans cette vidéo. Et on pourrait également utiliser ce système pour monter d'autres containers si on le souhaite, parce que si Microsoft peut le faire avec un package, vous pouvez également le faire de votre côté. Et à partir de là, je peux même avoir accès directement ici aux logs qui sont depuis mon container. En fait, c'est les mêmes que si je vais ici cliquer
sur le conteneur, tu vois, j'ai les logs ici dans Docker Desktop et je les ai ici dans Aspire. Donc en fait, j'ai même pas besoin d'avoir Docker Desktop ouvert. Je peux tout faire depuis ici directement pour gérer tout mon écosystème. Et à partir de là, si je lance l'application que je fais sur Weather, ceci est mis en cache non pas en mémoire, mais bien avec une instance Redis, ce qui veut dire qu'elle est partagée entre les différentes instances éventuelles de cette application. Donc, en fait, moi, je trouve cet outil vachement magique parce qu'il te fait gagner un temps de dingue. Tu as 7 lignes de code à ajouter, add Redis output cache avec le package installé bien entendu, et au niveau du host, cette ligne-là et cette ligne-là, et c'est tout. Aspire gère tout pour toi. C'est assez magique, je trouve. Maintenant, dernière étape de ce qu'on peut faire avec cet outil relativement magique qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité d'envoyer tout ça sur Azure. Moi ici je le fais sur Azure, mais comme je l'ai déjà dit en introduction, tu pourrais également le faire sur un cloud type AWS ou Google sous réserve d'avoir des outils qui vont bien. Tu vas le voir, Aspire est cloud agnostique, ce qui veut dire qu'en fait il n'est branché à aucun cloud. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est passer par plusieurs étapes pour faire en sorte qu'on puisse le livrer sur Azure. Je t'en parle dans la prochaine section juste maintenant. La première chose à faire pour déployer sur Azure, c'est qu'il te faut le CLI Azure. Donc pour ça, je vais passer par la ligne de commande, toujours en administrateur pour éviter d'éventuels problèmes, et je vais utiliser Winget, le gestionnaire de paquets sous Windows, pour installer Microsoft.azd, qui est donc le client Azure. Donc effectivement, j'ai juste oublié ici de mettre install, ce qui est quand même plus pratique, et ça va donc m'installer le package azd. Donc le client, le CLI développeur Azure, directement sur ma machine. Ensuite, une fois que j'ai ce CLI installé, je vais m'en servir juste après, j'ai besoin de faire en sorte de publier l'application Aspire, tout du moins de publier le partie manifeste, c'est-à-dire en fait le manifeste que contient mon projet Aspire, que contient tout cet ensemble de projets, pour que le CLI Azure puisse analyser le manifeste et déployer l'intégralité des éléments liés au manifeste. Pour ça, je passe aussi par la ligne de commande. Je me rends donc dans le projet Aspire, je vais faire un .NET run publisher. Donc alors tout ça bien sûr se trouve sur la documentation de Microsoft si tu as besoin de plus de détails, voire plus d'options. Donc ici je vais préciser que je veux bien le manifeste et ensuite je vais lui préciser un output path manifest.json. En fait ça va me permettre de compiler mon application Aspire et d'en faire le manifeste de livraison qui va être nécessaire pour l'application. Tu peux le voir, il apparaît ici au niveau de mon explorateur de solutions et en fait ça va simplement lister les ressources dont j'ai besoin pour le déployer sur n'importe quel cloud. En fait, ça, c'est vraiment cloud agnostique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence ici à Azure ou n'importe quel cloud, c'est simplement le listing des ressources et des applications qui se trouvent dans mon projet Aspire, et Aspire n'a fait qu'en fait que produire le fichier JSON. Donc on retrouve le cache Redis, on retrouve l'API, donc en fait on retrouve ici la notion de binding des éventuels paramètres d'environnement et on va retrouver ici tout ce qui est lié à la partie Blazor et comme tu le vois il n'y a rien qui est lié à quoi que ce soit d'Azure et tu vas donc retrouver ici les liens, tu sais les with reference qu'on a fait se trouvent donc ici avec le Redis connection string et l'URL, le binding donc de l'API. Donc en fait c'est très très simple à faire. Donc une fois que j'ai le manifeste, je vais pouvoir commencer à partir de ce manifeste de lui dire qu'avec le CLI Azure, je veux déployer tout ça sur Azure. Bien entendu, déployer sur Azure nécessite que tu aies l'abonnement qui va bien et assez de fonds sur Azure pour faire cette expérimentation, voire même pour le faire en production. Ici, je vais rouvrir un terminal et dans ce terminal, on va taper azd init. Azd, c'est pour le CLI Azure, donc tu peux le voir, si tu n'as pas le CLI Git, tu vas avoir une erreur et il va te demander de l'installer. Donc moi, je ne l'avais pas installé sur ma machine virtuelle, je vais l'installer directement pour Windows en 64 bits et en fait il en a besoin pour faire certains éléments par rapport à la notion d'Azure, donc il te suffit simplement d'installer Git et je laisse toutes les options par défaut comme ceci. Une fois Git installé, je vais rouvrir un nouveau terminal pour rafraîchir mon environnement. On peut aussi redémarrer la machine si ça ne suffit pas et je vais recommencer azd init. Là il va me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire à ce niveau-ci? Est-ce que tu veux avoir un prop template ou utiliser le code qu'il y a dans le répertoire courant? Vu que j'ai ouvert ma console au niveau du projet Aspire, je vais donc choisir le répertoire courant. Ensuite, il va me dire, pour pouvoir déployer cette application .NET Aspire que j'ai détecté, on le voit bien ici, il a détecté .NET Aspire. Je vais devoir générer des éléments pour le déployer sur Azure Container Apps. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a détecté
que tu avais des projets .NET et il va les déployer en tant qu'application containerisée directement sur Azure. Donc là, tu peux faire OK, je confirme. Maintenant, je vais déployer cette application. Ensuite, il va me dire, d'accord, quels sont les services que tu veux exposer sur Internet? Parce que oui, dans une application comme ceci, qui est multi-applicative, typiquement une sphère de microservices, tu vas avoir des services qui seront frontaux, typiquement le front-end, et des services qui seront back-end. Et les services back-end, tu n'as peut-être pas envie que quelqu'un depuis l'extérieur, depuis Internet, puisse accéder à ce service-là pour des soucis de sécurité. Donc, tu vas cacher dans ton infrastructure les applications back-end, de telle sorte que seulement les applications front-end puissent y accéder. En gros, ce que ça veut dire ici, c'est qu'au niveau du CLI, Azure te pose la question, est-ce que tu veux une URL publique pour tel ou tel service? Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est seulement le front-end, mais on pourrait tout exposer si on le veut. Je pourrais aussi cocher l'API service, tu vois, ce n'est pas des choix exclusifs. Là, je vais juste rester sur la partie front-end et la cocher. Ensuite, il va me dire comment est-ce que tu veux nommer ton environnement. Donc là, on va l'appeler par exemple Aspire Demo, et il me dit, parfait, ton app est prête, je t'ai généré un YAML qui va être utilisé pour monter mon application sur Azure et également un fichier qui s'appelle nextstep.markdown qui t'explique en fait ce qui va se passer juste après. Donc on pourrait très bien aller ici, ouvrir le Markdown et en fait tu vas trouver une documentation qui va te dire maintenant qu'est-ce qu'il faut que tu fasses par rapport à ta configuration, tu as un YAML, voilà ce que ça va te coûter et si tu as des problèmes, patati patata, il t'explique tout. Donc la prochaine étape, elle est directement d'ailleurs dans la console, c'est faire AZD up. Donc si je tape AZD up comme ceci, il me dit attention, tu n'es pas logué. Donc je vais faire un AZD out login pour m'authentifier sur Azure. Donc là, je mets mes identifiants et je te retrouve quand je suis authentifié. Donc là, ici, je me suis bien authentifié et je vais donc choisir l'abonnement qui va bien dans la liste de ce qui m'est proposé. Donc moi j'en ai plusieurs, étant donné que sur mon compte j'ai quand même pas mal de choses parce que je travaille pas mal avec Azure, mais en l'occurrence je vais choisir l'abonnement Microsoft Azure Sponsorship qui m'est donc offert gracieusement par Microsoft et je les en remercie dans le cadre de mon MVP pour faire des démonstrations avec les services Azure. Une fois que je choisis mon abonnement Azure, il m'a demandé de choisir la localisation et à partir de là il me fait automatiquement la création des ressources dont j'ai besoin. Donc je me retrouve avec un groupe de ressources dans lequel il va ranger tous les éléments nécessaires pour faire fonctionner toute mon application Aspire. Donc je te propose de laisser ça tourner en arrière-plan et je te retrouve à la fin de ce processus. Il arrive parfois qu'on ait cette erreur qui te dit simplement qu'il n'arrive pas à se connecter. On peut voir ici le message impossible de récupérer des informations pour telles informations et on a ici la solution. Merci d'activer le code administrateur comme le dit sur la documentation. Donc on va simplement se rendre sur portal.azure.com. On va d'ailleurs pouvoir constater si on va dans les groupes de ressources et qu'on cherche notre groupe de ressources qu'il y a déjà des éléments qui ont été créés, notamment le container Redis, une identité managée pour les applications, un espace Log Analytics qui va faire office de dashboard pour récupérer les informations de log, le container Apps Environment et le container Registry parce que c'est lui qui nous pose problème parce qu'en fait il nous empêche de pousser les images de nos applications web sur le container Azure. Donc je clique simplement dessus, je vais dans Access Key et je coche Admin User. Cela rend donc ce container Registry accessible par administration et je peux dès lors relancer AZD Up qui va en fait reprendre là où il en était dans le déploiement. Donc on le voit en fait qui reprend exactement la même chose et qui déploie cette fois-ci directement les éléments sur le container Registry. On voit ici qu'on a le pushing container image pour notre API service. Donc en fait, il va containeriser nos applications .NET et les envoyer directement sur le Registry pour terminer le déploiement de nos applications. Comme tu le vois, c'est vraiment l'histoire de quelques lignes de commande. Je laisse donc l'outil terminer cette fois-ci et on se retrouve quand c'est terminé. Comme on peut le voir à la fin, il a fini de tout déployer. Votre application a été provisionnée et déployée sur Azure en 1 minute 50. En vrai, ça a été un peu plus long, vu qu'en fait, c'est le deuxième lancement, qui a pris 1 minute 50. Mais quoi qu'il en soit, on remarquera qu'il a déployé nos deux services. Redis était déjà là. Donc ici, on retrouve l'URL des deux services. Et si tu es attentif, tu remarqueras ici qu'on a internal dans le nom, parce qu'on a bien dit, quand on a fait AZD init, qu'on ne voulait pas que ce service soit déployé sur Internet. Donc ici, j'ai l'URL de mon endpoint principal. Si je clique dessus et que je l'ouvre, j'ai donc mon application qui fonctionne directement ici sur Azure. Et comme tu le vois, Weather fonctionne bien. Et si j'actualise, j'ai bien les données en cache. Donc, en quelques commandes, en quelques lignes de commande, tout a été déployé sur Azure. Si je retourne dans le groupe de ressources, on va trouver tous les éléments nécessaires, le container Redis, le container pour le front-end et le container pour la partie service. Alors pourquoi j'ai eu besoin de cocher cette case sur la partie admin? Tout simplement parce qu'en fait,
Aspire nous a monté ce qu'on appelle un container registry. C'est une ressource Azure qui permet d'avoir un registry, un petit peu comme le Docker Hub si tu connais, qui te permet en fait de créer des images Docker et de les pousser. Donc tout ce qu'a fait en fait le CLI, c'est qu'il a fait la création d'une image Docker à partir de mon API et à partir de mon application Blazor et qu'il a tout poussé dans ce registry pour pouvoir les monter sur Azure en tant que container app. Il n'y avait pas besoin de le faire pour la partie Redis, vu que Redis est une image publique et qui n'a donc pas eu besoin de le créer. Et comme tu le vois, en quelques clics, en quelques lignes de commande, c'est fait automatiquement. C'est un petit peu dommage qu'on ait une interruption du process aujourd'hui avec cette erreur 401 unauthorized, où est-ce qu'on est obligé d'aller activer l'admin user pour pouvoir pousser des images au niveau de notre container registry sur Azure. C'est dommage que c'est pas monté directement avec la partie admin. Encore une fois, on est toujours sur des outils qui sont encore en preview et qui mériteraient d'être améliorés. Donc ça, je n'ai pas de doute que ça va venir bientôt. Donc c'était une vidéo peut-être un peu longue, mais tout du moins assez complète, où est-ce qu'on a vu les questions-réponses par rapport à ce Aspire, tout du moins qu'est-ce que c'est, quelle est sa place dans l'écosystème .NET. On a vu également comment installer un cache Redis en très peu d'efforts sur notre projet Aspire et comment le projet Aspire s'en servait pour monter un container sur notre machine et gérer tout à notre place. Et finalement, on a vu comment faire le déploiement sur Azure, là aussi, sans trop véritablement d'efforts. C'est assez puissant, c'est assez rapide, c'est bien câblé dans le fait que c'est Microsoft. Il reste encore quelques petits couacs à mon sens, mais ça risque probablement d'évoluer dans le bon sens. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas encore une fois de soutenir mon travail en lâchant ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner et rester libre ou non d'activer les notifications. Et pour plus de contenu, je te renvoie toujours sur ma plateforme htshlearning.com. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.